In times like these, it's important that our entertainment isn't just a distraction. We can bury our heads, or we can try and empathize and perhaps even learn. We have seen games that emulate a message client to tell a story, but a normal lost phone is unlike anything else on the App Store. It's a game that will suck you into its movements quickly and hold you there until you reach the end. Je connaissais une partie de l'équipe, j'avais suivi un petit peu sur les réseaux sociaux le développement du prototype et dès qu'il y a eu quelque chose à tester, je dis « Ah oui, vas-y, envoie-le-moi, j'ai envie d'essayer ». J'ai trouvé ça génial en fait. En fait, quand j'y ai joué, je me suis dit « Ah ouais, mais pourquoi personne ne l'a fait avant ?» Et c'est super intéressant, c'est super chouette. Et donc ouais, j'ai trouvé que c'était simple et génie à la fois en fait. Il y a plein de gens qui l'avaient testé et plein de gens qui nous ont dit mais c'est vraiment cool en fait. Et puis on voulait en faire une version genre peut-être rebosser dessus quelques heures chacun dans notre coin pour terminer les trucs qu'on avait fini un peu à l'arrache, corriger des bugs et tout, et en faire une version qu'on pourrait déjà qu'on serait encore plus fiers de montrer à nos potes. Et je sais plus si c'est juste à la fin de la jam ou quelques jours après, mais il y a aussi une opportunité pour montrer le jeu à la GDC qui s'est présentée. C'était cool, on s'est dit wow, c'est trop une super opportunité, et en vrai ça coûte rien, genre, on le finit, on bosse dessus quelques heures et c'est bon. Quelques heures s'est transformé en genre de bonnes heures quand même, mais il était vraiment cool au moment où on l'a soumis. Et du coup c'était le premier moment où le reste du monde entendait parler de Normal Lost Phone, et d'un coup ton jeu il se retrouve sur un blog que tu suis ou tu connais de loin et tu te dis qu'est-ce que je fous là. Mais c'était pas encore ok on va créer une boîte, c'est cool quoi. Il y a une personne qui est venue m'en parler en particulier qui s'appelle Simon Bachelier, qui est une personne fantastique, quelqu'un qui s'y connaît très bien en jeux vidéo indépendants. Quand Simon dit quelque chose sur un jeu, faut l'écouter. Du coup c'était un ami par ailleurs, il est venu me voir en disant dis donc votre jeu il a vraiment du potentiel. C'est vraiment super votre histoire, faudrait pousser le truc plus loin. On ne savait pas encore comment, on ne savait pas si on allait créer une boîte, si on allait créer une structure, mais au moins on allait le sortir sur des plateformes plus connues que Gamejolt, par exemple le Google Play ou l'App Store. Du coup j'ai proposé à Myriam de rejoindre le projet. Il y avait l'idée de lancer une campagne de financement participatif avec tout ce que ça implique en termes de communication sur le web notamment, et sur des questions où elle ne se sentait pas compétente pour le faire. Donc Elisabeth m'a demandé si j'avais envie de prendre ce poste-là. À l'époque j'étais pas trop sûre. À la base j'aimais beaucoup le jeu mais j'étais pas sûre d'avoir envie d'y participer. En fait je voyais pas trop ce que j'aurais pu y apporter. Et en fait, j'ai discuté avec Estelle et je me suis dit que ça pourrait être une collaboration super enrichissante et intéressante. Donc je suis arrivée sur le projet au moment où on préparait les premiers événements sur lesquels le jeu allait être officiellement montré, et donc cette campagne. We're developing the game A Normal Lost Phone, and we need your help. A Normal Lost Phone is a game where you've just found someone's phone. You'll be able to search through the lost phone and all of its applications in order to try to understand what happened to the owner. J'avais participé à 2 campagnes de financement participatif avant. J'en avais organisé une dans le cadre de mon stage crowdfunding sur Kickstarter qui s'était très très mal passé. Simplement, j'avais pas conscience à l'époque à faire un jeu vidéo éducatif sur Kickstarter, c'est impossible. Faire un jeu vidéo mobile sur Kickstarter, c'est très 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 dur. Bref, qu'on n'avait pas du tout le bon marché, on n'avait pas la bonne campagne, enfin j'avais rien compris, enfin bref, j'étais stagiaire quoi. Avant de lancer la campagne, je suis allée rencontrer Thomas Bidot, le spécialiste international du Kickstarter, pour discuter de mon projet, parce que du coup je lisais déjà beaucoup de ses articles, et notamment ce qu'il disait, c'était ne faites jamais de crowdfunding pour un jeu mobile. Or c'était un jeu mobile, mais j'avais quand même cet instinct qu'il pourrait marcher quand même malgré le fait que c'était un jeu mobile pour différentes raisons, notamment le fait que c'était un jeu militant, qu'on avait déjà une communauté de fans, etc. Et effectivement il m'a dit, c'est vrai que vu votre cas un peu particulier, ça a une chance de marcher, mais il faut que vous fassiez une version sur Steam.
n'avait pas choisi la date au hasard, parce que c'est la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. On a eu des articles, par exemple on a eu un article dans Gamecult qui disait qu'il y avait une campagne en cours, donc ça nous a fait beaucoup de visibilité. On n'hésitait pas à en parler non plus quand on allait sur des événements. Donc voilà, jouer à notre prototype et si ça vous a plu, sachez qu'une version finale est en cours de développement et que vous pouvez aider à ce développement en partageant ou en participant à notre campagne. Le positionnement est bizarre parce que c'est des gens qui donnent de l'argent mais qui n'ont pas forcément de pouvoir sur ce que tu fais, contrairement à un éditeur par exemple. En même temps, c'est pas tout à fait des clients parce qu'ils achètent pas forcément le jeu final, ils achètent aussi des goodies ou des trucs en plus. En même temps, le jeu il est pas fait, ça se trouve ils vont pas l'aimer mais ils ont payé quand même. C'est assez bizarre comme positionnement, mais ça montre que c'est des gens qui croient à ce truc-là, en fait, qui sont prêts à donner de l'argent pour que peut-être le truc ne marche pas et qu'on leur rende à la fin et genre tant pis. Donc les gens qui vont jusqu'à avoir lu ta page de crowdfunding et à se dire ouais ça a l'air cool et en plus cette récompense-là je la veux et tout, c'est des gens qui sont au moins motivés parce que tu leur as montré de ton projet. Est-ce que le projet va ressembler à ça à la fin, on sait pas, mais à ce stade-là ils sont chauds. Et du coup c'est super important comme feedback, surtout à ce moment-là d'un projet en fait, de se dire c'est pas tout à fait fini, on n'est même pas sûr de savoir jusqu'où on va, mais ça parle déjà aux gens et ils kiffent ça, donc on va en faire quelque chose de cool. On demandait 10 000 €, c'est le budget qu'on avait estimé pour donc, les musiciens, la traduction et un peu de communication. Donc elle s'est terminée début juillet et on avait récolté donc un peu plus de 11 000 €. Et il reste à peu près combien de temps de développement avant que vous l'ayez fini ? On espère le finir courant 2016. Courant 2016, c'est vague. Pas avant août, c'est certain. Donc pour être large et pas se griller, on va dire entre août et décembre. Tout départ, on s'était dit bon on devrait pouvoir le faire pour juin. Ça, on n'a jamais communiqué sur le fait qu'on pensait le faire pour juin, on a bien fait parce qu'en fait très rapidement Estelle a dit bah non, moi j'ai mon projet de fin d'études à finir pour fin juin, donc avant l'été je peux pas bosser sur le projet en fait. Donc on a fait ok, on va prendre plus de temps pour communiquer etc. Puis on va se donner plutôt l'été où on va bosser de façon plus intensive et il sera prêt pour septembre-octobre. Entre temps on a trouvé un éditeur, on a signé avec au mois d'août, puis là du coup on s'était dit bon ok, vu que bon il y a le temps de signer puis de se mettre d'accord etc. On est revenu les voir en disant bon on peut sortir en octobre. Et ils nous ont dit mais non, vous pouvez pas sortir en octobre. On a fait bon, pourquoi on peut pas sortir en octobre? Le jeu il va être prêt là pour octobre. Pourquoi ne pas le sortir en octobre? Et on nous a dit octobre, novembre, décembre, il y a tellement de jeux AAA, donc de jeux blockbuster, etc. qui sortent que la presse ne parlera pas de votre jeu. Et que du coup vous ne pourrez pas communiquer dessus. C'est le moment où les gros jeux ils sortent, c'est le moment où les grosses annonces elles sont faites, c'est le moment où il y a Noël. C'est pas du tout un moment où tu as envie d'être sur le marché du jeu vidéo et essayer de faire ton petit trou en fait. Soit tu es là depuis longtemps et on te connaît et tu as les grosses pubs dans le métro et il n'y aura pas de soucis pour toi. Soit c'est pas le cas et fais-toi oublier et attends 2 mois avant de sortir ton jeu. On va décaler à janvier. Janvier, ça sera bien, ça nous laissera un peu plus de temps pour l'améliorer, pour être sûr de tout finir bien dans les temps, être certain de ne pas être en retard, etc. Donc on va profiter pour décider d'améliorer les choses, etc. Si on sort sur iOS et qu'on va avoir une chance d'être mis en avant, il faut sortir un jeudi, parce que c'est là qu'il y a toutes les nouvelles sorties. Donc on a regardé les différents jeudis du mois de janvier, puis on s'est dit on va sortir le 12 janvier. Sauf qu'on s'est vite rendu compte que c'était pas une bonne idée, parce que Nintendo a commencé à plus ou moins faire entendre qu'il allait avoir une grosse annonce. Et effectivement, ils ont annoncé la Switch, donc ça aurait été dommage qu'on sorte le même jour, on n'aurait eu à peu près aucune presse. Mais on s'est dit c'est pas grave, si on sort pas le 12, on pourra sortir donc 7 jours plus tard le 19. C'est une très mauvaise date de sortie pour votre jeu. Ah bon, pourquoi? On fait y a l'inauguration de Trump la veille, il y a absolument toute la presse qui va parler de ça, et certes la presse de jeux vidéo ne va pas parler de Trump, mais tout le monde aura que Trump en tête, et c'est pas une bonne date. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait oui, on voulait toucher la presse jeux vidéo, donc on allait éviter de faire notre sortie en même temps qu'un autre gros jeu. On veut aussi toucher la presse généraliste, on va juste éviter de faire notre sortie en même temps qu'un événement mondial en fait. Et du coup on a déplacé au 26. Ce jour-là, il n'y a rien eu de spécial, donc c'était un meilleur choix.
C'était la première fois que je sortais un jeu, ce qui n'était pas le cas des autres personnes forcément de mon équipe, donc j'avais jamais vécu cette période de sortie de jeu. Tu t'es fait 1000 fois dans ta tête le scénario de ok, il va sortir, il va se passer ça, et ça à telle date et tout. En même temps, tu dois gérer des choses super concrètes de puisqu'il sort à telle date, on est une semaine avant, donc en fait on va envoyer tel communiqué à telle personne et tout. J'étais sereine sur la qualité du jeu, parce qu'on avait fait suffisamment de tests utilisateurs et je savais qu'on avait un beau produit. Par contre, j'étais pas sereine sur quelle en serait la réception, si oui ou non, comment la presse allait réagir. Et surtout, j'ai eu l'excellente idée d'aller sur un salon de jeux vidéo en même temps. Donc du coup, j'étais séparée de mon équipe, qui elles sont restées pour gérer la sortie, et moi j'étais sur un salon de jeu en Suisse, à montrer le jeu. On était sur le festival du coup, et puis j'avais un ami qui m'aidait à tenir le stand, et puis régulièrement j'allais sur mon ordinateur pour aller répondre à un mail en urgence ou quelque chose. Du coup je m'installe quelque part, puis je commence à répondre à quelqu'un. Puis là l'organisation du festival me disant ouais justement on va ranger ces tables là, est-ce que tu peux te déplacer, aller t'asseoir ailleurs. Donc je prends mon ordinateur, tout stressée, à chercher le prêt, etc. Puis je demande à quelqu'un si je peux m'asseoir à côté. Puis je commence à avoir du mal à respirer tellement que je suis stressée. Puis je commence à dire ouais machin, je suis désolée, je suis un peu en panique, il y a mon jeu qui est sorti à 12h, tout ça. Et là il commence à me faire ah ouais c'est quoi comme jeu, etc. Puis je commence à lui raconter. Et en fait c'était un journaliste, un média super connu. Du coup il s'est intéressé au jeu et derrière il a écrit dessus. Donc c'était rigolo. Ce qui a été beaucoup plus prenant, en fait, c'est tout ce qui est venu après la sortie du jeu, parce qu'on s'attendait pas à avoir une couverture médiatique aussi énorme. Bon, déjà, on a eu un article dans les Inrocks, on était genre, ok, c'est cool. On a eu Martin Wittberg, le mec qui dessine les bonhommes patates dans Le Monde, qui a fait un article, sans parler à un seul moment du thème, en fait, du jeu, en disant juste ouais voilà c'est un jeu qui va vous parler de protection des données de la vie privée, voilà, et comme ça je spoile pas du tout le jeu et puis des personnes pas du tout sensibilisées vont peut-être aller jouer, donc j'avais trouvé ça assez génial. Et je pense le plus improbable, le truc auquel on s'attendait pas du tout, c'est qu'on a eu un mini encadré dans Télé 7 jours, parce que Bertrand Hamar avait chroniqué A Normal Lost Fun dans son émission sur Énergie, et il y a aussi une rubrique jeux vidéo dans Télé 7 jours, donc voilà, il y avait A Normal Lost Fun dans Télé 7 jours. Le fait de savoir que ça a fait de l'argent et que ça va permettre d'en faire un deuxième et tout, c'est super cool, mais ce serait pas important si le premier il avait eu des retours pourris en fait. Si tout le monde dit ok vous avez gagné plein de thunes et les gens voilà ce qu'ils disent de votre jeu, bof, ok on va pas en faire un deuxième, c'est débile tu vois. On a eu la chance d'avoir des très bons retours d'un point de vue commercial et d'un point de vue critique. Mais il fallait surtout la partie critique en fait, donc c'est celle-là qui a le plus d'importance à mes yeux. Et même 6 mois plus tard, il y avait encore des youtubeurs connus qui du coup relançaient le jeu, en reparlaient. Et même là, on est 9 mois plus tard, ça continue de parler de ce jeu-là, il continue d'avoir de l'impact sur les gens. Donc ouais, plutôt satisfaite de la sortie. Você tem 4 novas mensagens. Aceitaram, tudo bem. Do papai. Samuel, onde você está? Dia 31 de janeiro. There's some kissing going on here. D'accord. Dernier message reçu de papa. On est tous enviado de nuevo y la invitación se envía ahí. Así que carrément, tu as tenté de faire ton coming out et ça s'est mal passé. Mamá dice que no te olvides la cita con el dentista hoy. I haven't put a picture of my profile because I feel uncomfortable with my face instead of enjoying the evening. Plus, my dad is afraid of coming to their parents. I mean, it's pretty much most of them, I assume. Mensagem, validei. Oh puta. Sério, eu falei tudo. Ela foi incrível. Realmente me fez bem falar a verdade pra ela. Gives me a bit of a stomachache even though it's just a game. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont parlé du jeu, beaucoup de youtubeurs qui ont parlé du jeu avant, beaucoup de youtubeurs qui ont parlé du jeu après. Après, je veux dire avant la sortie du jeu, de la version commerciale ou après la version commerciale, donc parce qu'ils ont testé la version proto ou la version finale. À chaque fois, c'est des personnes qu'on n'a pas contactées, qui ont entendu parler du jeu, je ne sais pas comment. On a régulièrement des développeurs qui nous font comment vous avez réussi à avoir une vidéo de un tel ou un tel. À chaque fois, je fais je ne sais pas, je suis désolée, je n'ai pas de conseils à donner là-dessus. Parfois c'était rigolo parce que du coup dans la vidéo YouTube, dans le titre, dans la description, etc. il n'y avait pas le nom du jeu.
Mais pour autant, d'un coup, on voyait bien que sur les stats de visite de notre site web, elles avaient été multipliées par 20 la veille en provenance du Brésil. C'est sûrement qu'il s'est passé quelque chose. Et du coup, il y a un travail d'investigation, chercher par exemple téléphone perdu dans d'autres langues, sur Google pour essayer de voir s'il n'y a pas eu quelque chose. Ça a commencé avec une vidéo de Amixem, qui est un gros youtubeur français qui est plutôt suivi par des ados. Qui a fait une vidéo genre regardez, je fouille ce téléphone perdu et qui a eu je sais plus combien de millions de vues sur sa vidéo. Depuis il a fait plein de vidéos sur tous les jeux avec des téléphones perdus qui sortent, je crois que ça lui a bien plu. Il y a eu Farod aussi en France, puis il y a eu un youtubeur brésilien. On a eu aussi plein de plus petits vidéastes qui avaient plutôt dans les quelques milliers d'abonnés qui ont du coup tous repris bon bah voilà il y a tel gros que je suis qui a fait une vidéo sur A Normal Lesson donc je vais le faire aussi, qui ont tous fait leur petite vidéo. Du coup sur YouTube en fait le jeu a énormément tourné et il s'est fait beaucoup connaître comme ça et on nous a dit mais faites attention, ça c'est un jeu narratif, les gens ils vont regarder la vidéo YouTube et puis en fait après ils achèteront jamais votre jeu parce que c'est bon, ils connaissent l'histoire, maintenant ils connaissent la fin. Donc, voilà. Le jeu avait 8 mois, enfin si on compte les mises à jour qui avaient été faites et tout, mais il avait plusieurs mois quoi. Et depuis il avait vachement évolué, surtout sur nos versions à nous en interne, tout, il ressemblait plus à ça. Mais on avait laissé le truc en ligne parce que il y avait eu pas mal d'articles qui pointaient dessus ou des vidéos qui en parlaient et tout, donc tant qu'à faire, voilà. Mais on s'attendait pas à ce que un petit youtubeur du nom de Squeezie tombe sur le jeu, on sait même pas comment, et puis il joue en fait. Bah, que vois-je? Un téléphone? Mais à qui appartient-il? C'était un week-end prolongé, donc on n'était pas du tout au bureau, on était en train de faire une jam d'ailleurs. Et là on regarde, on avait une vidéo de Squeezie. Donc Squeezie qui est quand même un des plus gros youtubeurs français. Et qui avait fait un let's play sur le prototype qu'on comptait enlever d'internet, genre littéralement une semaine après en fait. C'était vraiment un week-end qu'on avait prévu pour justement couper du taf, on était dans une période où on avait beaucoup de choses à faire avant la fin et tout. C'était ok, on profite de notre week-end, on fait d'autres jeux et c'est cool et on se vide un peu la tête de tout ce qui est téléphone et tout. Elisabeth vient me voir en me disant ok mais il y a une vidéo d'un youtubeur et c'est Squeezie en fait, genre... au début elle m'a juste dit il y a un gros youtubeur qui fait une vidéo. Genre, ok, ouais, il faudrait mettre à jour le site parce que du coup, il y a des gens qui vont entendre parler. Ok, il y a un gros youtubeur, c'est cool, je réalise pas trop, tu vois. Et après, elle m'a envoyé le lien, effectivement, et c'est genre, ok, donc c'est Squeezie, et il y a déjà X centaines de milliers de personnes qui ont vu la vidéo. Ok, on va faire un truc. Ça tombait mal parce que du coup, des millions de personnes d'un coup qui entendent parler de notre jeu et qui jouent à la version gratuite parce qu'elle est encore disponible et qui découvrent le jeu alors qu'on s'apprête à sortir une version payante 2 mois plus tard. Donc on s'est dit ok, il est grand temps de mettre une page de pré-order pour le jeu final. On va enlever donc le prototype qui était disponible à l'époque en accès libre sur notre site internet. Et puis on a mis un texte d'explication à la place qui disait en fait on a fait une campagne de financement participatif et puis le jeu final il va sortir bientôt et en vrai il est beaucoup mieux que ce prototype donc jouez plutôt au jeu final quand il sera sorti s'il vous plaît. Parfois on voyait des vidéos où par exemple une personne continue d'utiliser des termes homophobes ou transphobes à la fin de sa vidéo, surtout sur le proto. Ce qui en fait était très instructif pour nous parce que ça veut dire ok là notre message est mal passé. Si la personne elle continue d'utiliser tel vocabulaire, ça veut dire qu'à un moment on a oublié d'expliquer que ça pouvait être mal pris d'utiliser tel type de vocabulaire. Qu'une personne confonde bisexuel ou trans à la fin du jeu, ça veut dire qu'à un moment on l'a mal expliqué. Il y a quand même des personnes où on s'est rendu compte qui ne savaient pas ce que ça voulait dire LGBT. Donc on s'est dit on va peut-être l'expliquer dans le jeu, ça veut dire lesbienne, gay, bi, trans. Et comme ça, au pire, si ils savaient pas ce que ça voulait dire avant de jouer, au moins après ils savent. Donc en fait sur toutes les vidéos qu'on a vues sur le proto, et qui parfois se passaient mal, c'était toujours des sources d'inspiration sur ok comment est-ce qu'il faut que notre version finale elle soit mieux et elle n'arrive pas à ça. Heureusement, la plupart des personnes les plus suivies qui ont fait des vidéos sur le jeu en ont super bien parlé.
Moi je connaissais pas Squeezie, juste de réputation parce que voilà, c'est un youtubeur connu. J'avais jamais regardé ses vidéos et en fait j'étais super agréablement surprise, c'est qu'il en a parlé de façon assez mature. Et c'est d'autant plus touchant que je suis sûr que ça arrive tous les jours dans la vraie vie. Des gens qui se sentent pas à leur place, qui peuvent pas s'assumer à cause des autres. Mais c'est pas forcément lié à l'orientation sexuelle, ça peut être carrément autre chose. Un mec qui a une passion et les autres comprennent pas cette passion et il redit ça. Franchement, en vrai, qu'une personne soit lesbienne, gay, bi ou transsexuelle, est-ce qu'on en a pas rien à foutre? Comme c'est des ados qui regardent ça, c'est des gamins de, je sais pas, son public ça doit être 10-15 ans quoi. Donc les gens qui regardent ça, avoir un message pareil de quelqu'un qu'ils ont en estime et qui les influence, je trouve ça génial en fait. Il a pris le jeu de manière assez sérieuse et il a pris le temps à la fin de la vidéo quand il a fini le jeu en fait. Pareil, de montrer son point de vue à lui et c'était assez touchant. Et étonnamment de la part des gens qui le suivent en fait, là aussi les retours étaient hyper positifs en fait. Regarder les commentaires sur ces vidéos était toujours quelque chose de chouette pour se remonter le moral. Parce que souvent YouTube, les commentaires, ça a tendance à être assez négatif, assez facilement tombé dans la troisième méchanceté. Et là, pas du tout. À chaque fois, ça partait dans beaucoup de choses, des confessions de personnes qui faisaient leur coming out, des personnes qui disaient qu'elles étaient homophobes et que du coup la vidéo les avait fait changer d'avis. Donc on voyait bien qu'on avait un vrai impact et c'était aussi l'objectif. C'est pas grave si ces gens-là n'achètent jamais le jeu parce que c'est bon, ils l'ont vu jouer par leur youtubeur préféré, parce que le message il est quand même passé. Ils ont pu s'imprégner de toute l'histoire, ils ont vu de quoi on voulait parler et la positivité dans les commentaires nous laissait bien voir que oui, en fait c'est bon, on a fait notre taf. Je sais pas quelle proportion des gens qui ont vu la vidéo ont ensuite été chercher plus d'infos sur le jeu, mais c'était juste beaucoup plus que tout ce qu'on avait pu avoir jusque-là de toute façon, quoi. Si on additionne toutes les vidéos YouTube qu'on a eues, il y a eu, je crois, plus de 20 millions de vues des différentes vidéos, donc à travers le monde, des personnes peut-être qui n'ont pas regardé la vidéo jusqu'à la fin, mais qui ont au moins eu un début de sensibilisation sur le sujet.